l'occasion de ce webinaire de présentation de notre Executive Master IA, dont l'objectif est de vous donner très vite la parole afin de pouvoir échanger avec les directeurs du programme et ainsi que notre témoin du jour que je vais vous présenter. Je suis Philippe Mitton, responsable commercial au département Executive Education de d'IMTBS. Et je suis accompagné par ma collègue Elisabeth Benotto, qui est en charge de ce programme. Vous avez probablement pour certains déjà eu des échanges avec elle, qui assurera le suivi des questions-réponses un peu plus tard. Donc l'objectif, comme je vous le disais, c'est de vous proposer la découverte du programme et surtout un temps d'échange avec nos intervenants afin de répondre au maximum de vos questions sur le contenu du programme, les modalités pédagogiques, le projet fil rouge, l'accompagnement. Tout est ouvert. On va donc faire en sorte, comme d'habitude, de privilégier en fait l'interactivité. Vos principaux interlocuteurs du jour, Marc de Combas et Emmanuel Baudouin, co-directeurs du programme, vont se présenter très vite. Mais avant, j'ai le plaisir d'accueillir Samy Berial, notre témoin du jour et alumni de la promotion 7. Alors, il y a un débat, promotion 7, promotion 8. Peu importe. Samy, si tu veux bien te présenter en quelques mots pour commencer. Ah bah oui, donc j'ai eu la chance d'intégrer le master donc dans la promo 8, j'ai appris, parce que moi je pensais que c'était 7 aussi. Donc je travaille dans une compagnie d'assurance. Je suis en charge de différentes expertises, le juridique, le contentieux, la maîtrise d'ouvrage, l'offre, donc des domaines assez variés. Donc je gère une vingtaine de personnes. Et mon rôle, c'est de faire grandir les équipes. Donc c'est beaucoup de transformation. Et justement, l'accompagnement dans le changement et l'IA en faisait partie. Merci. Eh bien, nous allons passer à la suite. Mais avant de démarrer, moi je pose la question, est-ce que c'est la question finalement pour vous tous, enfin pour nous tous d'ailleurs, c'était de savoir si demain on voulait être utilisateur, spectateur ou utilisateur standard de l'IA ou acteur de l'intelligence artificielle en capacité de cadrer et de piloter des projets. C'est donc l'objet de ce programme, de cet Executive Master, de vous donner les clés pour décider de ce que vous souhaitez faire de ce sujet. Un petit rappel, justement, un petit coup d'œil dans le rétro. C'est un programme qui a été lancé en 2021. ChatGPT n'existait pas, en tout cas pas sur nos postes, dans les labos, oui. Il y avait une promotion par an pour commencer. Le programme, à chaque fois, connaissait des évolutions constantes au fil des ans et des promotions. En 2023, ça a été l'intégration suite à l'avènement de ChatGPT et autres IAGEN, donc de l'IAGEN dans le programme. 2024, nous sommes passés à 2 promotions par an. Et 2026, une année très importante, ça a été l'année, enfin c'est l'année de la refonte intégrale du programme dont nous allons parler, refonte nécessitée par l'évolution effrénée du sujet et donc la nécessité de faire en sorte que le programme soit adapté et en capacité d'évoluer et de répondre aux problématiques posées. Je vais donc donner maintenant la parole à nos 2 directeurs du programme, accompagnement bicéphale, c'est quand même très fort, hein. D'un côté, la maîtrise technologique avec Marc de Combas, et puis l'aspect impact humain et stratégique avec Emmanuel Baudouin. Marc, je te laisse te présenter. Ouais, donc moi c'est Marc, ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur de l'intelligence artificielle, donc formation ingénieur-docteur, j'étais aussi entrepreneur dans le monde de la start-up et aujourd'hui je préside une société qui fait de la formation et du conseil d'ingénierie en IA. On accompagne principalement des PME et des ETI dans leur transition et on se concentre justement sur cette industrialisation des métiers intellectuels en cours, comment combiner ce qui se passe avec la dimension humaine. Et ce qui me permet de passer la balle à Emmanuel. Emmanuel, ton micro.
Oui, le classique. Donc, je disais merci Marc, bonjour à toutes et tous. Donc, Emmanuel Baudouin, je travaille côté Institut Mines Télécom Business School. Je travaille plus spécifiquement, comme l'a indiqué Philippe, sur les impacts humains et sur la conduite du changement. Et j'ai intégré récemment le projet MacMIA, qui est un projet de massification des compétences en IA, un projet France 2030. Parfait, merci. J'espère que tout le monde aura remarqué les magnifiques effets spéciaux d'intégration de leurs photos, hein. Ça, c'est quand même du grand art. Quelques mots sur l'école IMTBS. En fait, IMTBS fait partie du premier groupe public de grandes écoles d'ingénieurs et de management, l'Institut Mines Télécom, composé donc de 7 écoles d'ingénieurs, de 4 écoles associées, en plus donc de l'IMTBS, qui est l'école de management, la business school du groupe. Euh, qui est là aussi pour former à l'intelligence digitale, et c'est à ce titre, en fait, que l'IMTBS s'adresse aux entreprises, aux professionnels, quels que soient les métiers, pour les accompagner dans leur transition, mais aussi dans le développement des soft skills indispensables au pilotage de ces transformations. Et les soft skills seront vraiment nécessaires dans le cadre de l'IA. Et donc, on a une position effectivement hybride au sein de ce groupe d'écoles d'ingénieurs. On partage un campus avec Télécom Sud Paris, qui est une école d'ingénieurs, ce qui nous permet d'affirmer finalement une alliance parfaite entre l'ingénierie technologique et la stratégie business. Et puis, l'école aussi se préoccupe notamment des notions de RSE. Et aujourd'hui, nous sommes reconnus sur ce niveau-là en termes de classement. Je passe ensuite directement maintenant au programme. Donc en fait, Executive Master pour les managers innovants. Donc en fait, ça s'adresse à tous les cadres non techniques mais expérimentés en fait qui souhaitent anticiper les évolutions de leur métier et piloter des projets de transformation par l'IA au sein de leur organisation ou dans le cadre d'une initiative entrepreneuriale. Et là, je vais laisser directement la main à Marc et Emmanuel pour présenter justement cette formation action. Marc, si tu veux commencer. Pardon. Donc, ouais, le programme il a été pensé pour des profils non techniques. Un des problèmes du secteur de l'IA, même encore aujourd'hui, c'est qu'il vise en général les gens qui ont déjà un background informatique ou maths-info. Et donc, ça crée une petite zone de blocage dans les prérequis. On a voulu prendre aussi des gens qui étaient professionnels, donc avec un peu d'expérimentation principalement, puisque la formation étant liée à la résolution d'un problème dans votre environnement pro, il faut quand même avoir cette confronté au réel un certain nombre d'années pour pouvoir être sur tous les dysfonctionnements d'une boîte. Et donc, on rentre on est dans le réel, en tout cas dans vos pain points réguliers. S'il n'y a pas d'après de sectorisation, surtout à l'ère de l'IA générative, où finalement on va voir apparaître les notions de double compétence, une compétence finance et IA, une compétence marketing et IA. Et donc finalement, c'est aussi votre travail d'apprendre à verticaliser. Sur le format, une des problématiques des formations, surtout quand vous avez passé vos 35 ans, c'est que vous avez en général un emploi à côté. Problème de grandes personnes. Et pour résoudre ça, on s'est dit que le format distanciel de 13h à 15h permettait de rendre ça compatible avec une vie pro. Et la dimension distancielle permet aussi un deuxième problème, c'est l'hyperconcentration de l'expertise autour de Paris et son périphérique. Donc c'était aussi pour permettre à des gens qui ne sont pas tous en Île-de-France de pouvoir accéder à ce format-là. Comme on le disait, c'est bien de comprendre, c'est mieux de faire, surtout à l'ère de l'IA générative. Donc on veut que la formation soit applicative. Donc on verra après dans les détails, mais elle est applicative en deux sens. Elle est applicative dans l'usage et elle est applicative dans la transformation que vous allez faire à travers votre projet, de votre organisation et de votre emploi. Et évidemment, rien ne vaut un bon diplôme à la fin dans l'ère où tout le monde s'autodéclare expert.
depuis 1 an et demi. Donc c'est un titre RNCP reconnu, avec une école reconnue, avec une formation qui n'est pas apparue la semaine dernière. Voilà, donc il y a toute une légitimité aussi qu'on essaie de porter à travers cette formation. Emmanuel, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Euh, oui, peut-être un point sur le projet Fil Rouge, et puis je laisserai peut-être la parole à Samy aussi pour témoigner, parce que Samy a soutenu son mémoire il y a très peu de temps maintenant. En fait, sur les projets Fil Rouge, aujourd'hui, on a, sur un continuum, on a des projets Fil Rouge qui sont techniques, de moins en moins, mais ils existent encore, et on a des projets Fil Rouge qui sont l'implémentation de l'IA dans les structures. Ce qui est un peu le cas de Samy, comme il va l'expliquer tout à l'heure. Je vous donne juste deux exemples, hein. On a eu un cas fil rouge, celui de Sabri, qui a développé un système de vision par ordinateur pour améliorer les jets d'encre sur des étiquettes. Et puis on a eu plusieurs mémoires que Samy connaît bien aussi, puisque ça faisait partie de la team d'implémentation de l'intelligence artificielle dans une TPE, dans le secteur du BTP, dans une mission locale et dans l'univers du journalisme. Voilà, donc enfin, il y a beaucoup d'autres exemples, hein, beaucoup d'autres mémoires qui ont été soutenues, mais ça vous donne un exemple des deux extrêmes du continuum sur lequel vous pouvez vous positionner. Sur ce projet Fil Rouge, en fait, vous avez un triple coaching même. Un coaching Just AI côté technique, un coaching plus organisationnel, question humaine de notre côté IMTBS. Et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a un coaching avec l'IMT Starter qui est l'incubateur de l'école. Merci. Je souligne juste, comme vous voyez, indiqué le format 6 mois intensif. Vous avez effectivement les rendez-vous hebdomadaires de 13 à 15. Vous avez aussi une permanence libre le vendredi pour échanger entre pairs ou pour revenir sur des questions particulières avec un des représentants de l'équipe pédagogique. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Vous avez l'équivalent en travail, en activité pédagogique dirigée et notée d'ailleurs à produire. Donc c'est vraiment effectivement, et je pense que Samy en parlera dans son témoignage, et tous les témoins précédents l'ont évoqué, ce sont effectivement des mois intensifs. Là, un œil quand même sur la nouvelle composition du programme, composé de 6 modules. Donc, comme je vous le disais, le programme a été intégralement refondu, réorganisé. Et avant de donner la parole à Marc et Emmanuel pour en parler plus en détail, sachez qu'en fait, chacun de ces modules est adossé à des blocs de compétences qui sont sanctionnés par des évaluations de blocs mensuels. Ça fait partie justement de ces travaux dirigés à produire qui permettent donc ces évaluations de valider l'acquisition des dites compétences bloc par bloc, notamment dans l'objectif de l'obtention du diplôme final. Et tout au long, en plus du projet Fil Rouge, vous aurez des mises en pratique concrètes, des TP, tout un tas d'activités qui vous seront proposées par l'équipe. Et là, du coup, je laisse à nouveau Marc et Emmanuel vous en dire un peu plus. Ouais, je peux commencer si vous voulez. En fait, pour moi, je suis beaucoup sur le terrain, je vois beaucoup de gens régulièrement et on voit converger des sujets. Et aujourd'hui, une des premières questions c'est quel outil je dois utiliser, comment je les utilise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc, c'est tout le projet du premier mois. Donc, c'est à la fois comprendre ce qu'est l'IA générative, parce que si vous voulez comprendre les limites des outils, il faut quand même comprendre un petit peu comment ils fonctionnent. Mais c'est aussi changer sa manière de travailler à l'ère de l'IA générative. Et donc, de comprendre les nouvelles manières de raisonnement qu'on peut associer avec ces outils-là et comment grandir avec. Une fois qu'on a changé ces manières de travailler, on comprend un peu mieux tout ce secteur, la question qui sont d'après, c'est ouais, mais concrètement, qu'est-ce que je peux en faire? Et donc, on arrive sur les sujets de cas d'usage. Donc, comment l'IA et l'IA générative peuvent nous aider. Et donc là, on doit identifier les cas d'usage,
les prioriser, définir lesquels on fait en premier. En général, dans un métier, on peut trouver facilement 15-20 cas d'usage sans trop de difficultés. Et donc rien que sur son propre poste, on a ce sujet-là. Et donc au niveau managérial comme Samy, si on multiplie 20 fois le nombre de collaborateurs, ça fait beaucoup de cas d'usage. Alors heureusement, il y a des recoupements possibles, mais ça arrive au troisième sujet, qui est la notion de feuille de route. Par où j'attaque, comment j'y vais, qu'est-ce que j'internalise, qu'est-ce que j'externalise. On peut ouvrir le sujet légèrement de la souveraineté, de ces sujets-là. Vous avez peut-être vu qu'il y a des sujets de coûts actuellement liés à l'ère de l'IA générative, où les IA commencent à coûter plus cher. Donc des problèmes d'approvisionnement. Voilà, donc il faut quand même essayer de comprendre un peu où on va pour éviter de jouer dans le day-to-day de la transition en cours et godiller sans avoir une vision sur le long terme, et ce qui permettra aussi de mieux accompagner les collaborateurs. Une fois qu'on s'est dit tout ça, malgré tout, à l'ère des agents IA, c'est quand même bien de savoir les pratiquer, de savoir les orchestrer. Donc on arrive tout un module de j'auto-automatise mon propre emploi et mon propre projet. Et puis ça ouvre le sujet 5 qui est si je m'auto-automatise et je commence à auto-automatiser tout le monde, mes amis les humains, je les mets où? Et donc comment l'organisation doit évoluer à l'ère de cette transformation technique qui impose une transformation aujourd'hui aussi organisationnelle, et comment je donne du sens dans cette transition pour l'ensemble des collaborateurs. Et puis à la fin, dans un contexte économique où tout roule et que l'argent coule à foison, on va vous demander de justifier votre budget, le retour sur investissement, par où on attaque, combien on va gagner, en quoi ça nous différencie. Voilà, donc tous les sujets de modèle économique, de pilotage, de KPI, pour suivre cette transition, qui d'autant plus évolue elle-même très vite, puisque ce que vous aurez vu en début de formation aura évolué au cours de la formation et ne sera plus le même sujet exactement à la fin de la formation. Donc c'est là où c'est important d'avoir une vision de où est-ce qu'on tend, comme ça évite d'être surpris toutes les semaines. Je Emmanuel, passe la balle à qui de droit, exactement. Emmanuel, tu as des choses à rajouter sur le sujet? Non, rien de, rien de spécifique, si ce n'est peut-être un chiffre. On a mené une étude en septembre 2025 sur un échantillon représentatif de 1000 actifs français à l'époque, parce que ça commence à dater. Les prochains résultats vont tomber en juillet. On avait 51% des actifs français qui utilisaient l'IA, donc 30% en Shadow IA. Ce qui pose les questions que Marc évoquait d'accompagnement, de transformation des métiers. On voit sur le terrain qu'il y a déjà ce triple mouvement qui est en cours, à la fois des métiers qui sont en train de disparaître, des métiers qui sont en train d'apparaître et puis des métiers qui sont en train de se transformer. Voilà, donc ça fait partie dans le programme des thèmes importants qu'on a rajoutés. Et si je peux me permettre une petite remarque, ce que je trouve chouette aussi, c'est que ce programme, il est agile, parce que je vois des ajouts par rapport à ma formation sur les agents, par exemple, IA. Je sais que nous, à l'époque, c'était le RAG, et chaque, je pense, promotion, alors je ne sais pas si les autres diraient la même chose, mais ce qui est bien, ce que je trouve chouette, c'est que comme l'IA, c'est quelque chose qui bouge très vite, vous avez bougé très vite à chaque fois le programme. Et ça, franchement, c'est... du coup, ça me donne envie d'avoir le 4 aussi, sur les agents. Parce que nous, ça commençait tout juste. Justement, Samy, je vais venir au sujet suivant, et ça va être intéressant. Mais en attendant, là, un tout petit focus sur la partie découverte et expérimentation, à signaler qu'on va mettre aussi à disposition un pack logiciel, enfin des licences complètes de certains outils. Là, j'ai pas la liste parce que bien entendu, ça va évoluer en fonction de l'évolution. Mais dans la phase découverte et expérimentation, il y aura aussi la mise à disposition d'un certain nombre d'outils en version complète afin de pouvoir pousser au plus loin ces expérimentations. Je dis pas de bêtises, Marc? Oui, tout à fait, parce que travailler la transition sans outils, c'est que ça devient compliqué en fait. Donc on a mis dans la refonte aussi la capacité à tester différentes IA, pour essayer de travailler aussi dans un environnement adapté à l'expérimentation. Et donc, je rebondis sur le propos de Samy concernant les évolutions. On lance
ça va être lancé en juin prochain, une communauté des alumni IMTBS. Donc en fait, c'est la communauté e-alumni. Votre assurance justement anti-obsolescence, Samy, en tout cas on espère, entre autres, dont la vocation, effectivement, c'est de fédérer des expertises IA issues de l'écosystème IMT-BS. Mais en fait, donc, c'est d'une part, ça va concerner les diplômés de l'exécutif Master IA et les diplômés du programme Grande École qui auront aussi acquis une expertise démontrée en IA. C'est de favoriser les échanges entre pairs, c'est-à-dire les alumni, mais des experts, mais aussi des entreprises, créer des opportunités concrètes sur des projets, des collaborations, des recrutements, pourquoi pas, et puis aussi partager les meilleures pratiques et retours d'expérience. Il y a effectivement une idée quand même de veille stratégique partagée, parce que l'environnement IA est en permanente évolution, et comme le disait Samy, bah, effectivement, quand on sort de la promotion 7, 8, et puis ceux qui sortiront de la 9, eh bien, il y aura encore des évolutions. Donc, en fait, l'idée, c'est d'amener un complément et grâce à cette communauté, et de pouvoir continuer à suivre. Un petit rappel avant de passer justement au témoignage de Samy, sur le calendrier qui concerne la prochaine rentrée, donc de septembre 2026. Les candidatures, donc je précise bien, c'est les dépôts de candidature, c'est-à-dire c'est la clôture des dépôts de candidature, c'est le 15 juin 2026. Ce qui veut dire qu'une fois que le dossier est déposé, on va pouvoir suivre la partie sélection, c'est-à-dire les entretiens, l'admission et la finalisation des contrats. Donc, pas de panique, au-delà de la clôture, on a jusqu'au 21 août pour traiter ensuite la finalisation des dossiers. Donc, c'est le moment encore effectivement de s'inscrire. La pré-rentrée a lieu le 3 septembre, c'est la rencontre de toute l'équipe, de tous vos pairs. La mise en place aussi des outils qui vont vous être utiles pour le suivi de la formation. Et donc une rentrée effective au 7 septembre. 5 mars, c'est la fin de la partie pédagogique. Et ensuite, la soutenance aura lieu le 25 mai 2026. Non, j'ai peut-être. Oui, il y a une erreur là, effectivement. Bah voilà, elle a l'erreur. Ça sera 2027. C'est pas très grave. Vous avez de toute façon, par la suite, vous recevrez le replay et Elisabeth et moi-même sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions pratiques concernant la candidature, les éléments à fournir, comment ça se passe et traiter aussi les aspects financiers. Maintenant, on va passer à la partie, une des parties les plus intéressantes du webinaire. Samy, c'est à toi C'est gentil de dire ça. de jouer. C'est vrai. Donc du coup, bah, je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé pour moi, mais surtout, n'hésitez pas à me couper ou à me poser des questions parce que souvent, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Typiquement, moi, au début de formation juridique, je n'étais pas sûr que je sois pris dans le master. Et je pensais que ce serait technique et que ce serait un peu compliqué. Et en fait, c'est bien plus large que ça. Au départ, je me suis intéressé à l'IA parce qu'il y avait quelque chose qui m'agaçait autour du buzz permanent de l'IA, justement. Et plutôt que subir et de dire, ah, ben, tout le monde doit faire de l'IA, c'est absolument nécessaire, vous allez rater le train, enfin le classique, je me suis dit, un peu comme je disais, alors j'en parlais avec Emmanuel, il y a un film que j'aime bien, c'est Les Figures de l'ombre. Et dedans, il y a un professeur qui s'appelle Dorothy Vaughan, qui est une femme noire et qui, à une époque, a décidé d'apprendre la programmation IBM. Enfin, la programmation, c'était le langage Fortran, avant tout le monde, pour ses équipes. Et donc, elle a réussi à former ses calculatrices manuelles, en fait, à ce langage. Et donc, du coup, le jour où il a fallu calculer la trajectoire pour aller sur alors, je crois que c'était sur la Lune, je ne sais plus. Eh bien, bah, ces opératrices, elles étaient déjà formées à l'IBM et entre guillemets, elles n'ont pas été remerciées comme c'était initialement prévu, puisqu'on n'aurait plus besoin d'elles grâce à l'ordinateur. Donc, j'ai toujours eu à cœur d'essayer d'anticiper un petit peu les changements
et après de les implémenter dans le cadre des équipes. Et l'autre côté plus positif, c'est que je suis simplement très curieux et que j'avais envie de comprendre un peu mieux le fonctionnement de cet outil. Donc, le master, après, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes benchmarks. Je m'y suis pris à 2 fois avant d'être certain, pour être vraiment. Et la coïncidence, c'est que ma femme a suivi une formation d'un participant d'une année avant. Et elle est revenue enchantée en me disant vraiment super intervenant. Et du coup, j'ai décidé de sauter le pas et de candidater au master. Alors, enfin, après, je pourrais vous parler de mon sujet de soutenance, mais juste aussi vous dire ce que ça m'a apporté, ce que j'y ai trouvé. Eh bien, moi, en fait, ça m'a ouvert des portes dans l'entreprise auxquelles je n'avais pas pensé, accessibles en tout cas. Notamment, en fait, dans le cadre de ma soutenance, si vraiment vous prenez à cœur le sujet, vous allez un petit peu faire l'audit de votre entreprise, de la maturité de votre entreprise par rapport à l'IA. Et de ce fait, vous allez rencontrer des personnes. Et dans mon cas, ça a été les membres du COMEX, ça a été le PDG que j'avais pas rencontré jusqu'à présent. Et donc, du coup, c'est vrai que ça vous ouvre, ça vous positionne et ça vous ouvre les portes un petit peu des stratégies sous-jacentes dont vous pouvez ne pas être au courant. Et ça vous donne une vision de la maturité de votre entreprise. Et ça m'a permis de faire le lien avec mon projet de soutenance. Et à l'époque, j'avais choisi de partir de l'idée que finalement, c'était toujours cette idée de buzz, qu'une grosse majorité des projets IA n'aboutissaient pas en fait. Et comme disait Marc, il y a peut-être les solutions aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le patron de Mistral qui a dit, aujourd'hui, on a la solution, mais il faut repenser comment on pose les problèmes. Et du coup, ça m'a donné l'idée de mon sujet de mémoire qui s'est positionné sur un outil, une méthodologie de qualification de la pertinence de l'IA. Parce que dans mon entreprise, on a des data scientists, on a des informaticiens, on a un petit peu toutes ces personnes qui peuvent participer à l'IA. Mais finalement, en termes de pilotage projet, en termes de qualification, de se dire si ce projet est utile ou pas en termes d'IA, enfin la solution IA est pertinente, ça en revanche, on n'avait pas. Et donc, du coup, moi, ça m'a permis d'avoir cette cartographie de l'entreprise et surtout de comprendre qu'aujourd'hui, l'IA réussit à hauteur de la maturité de nos organisations, de nos processus et aussi de nos interactions humaines. Les interactions humaines, je mets derrière tout ce qui est conduite du changement, notamment par rapport à la nouvelle technologie. Donc c'est une vraie chance parce que ça m'a ouvert déjà de la compétence sur l'IA et surtout ça m'a permis aussi de me positionner pour agir sur les transformations et l'implémentation dans mes équipes de projets IA, notamment sur les processus. Voilà. Après, ce que je retiens moi du master aussi très important, c'est que le premier, c'est l'enrichissement par rapport aux formations qu'on a sur la partie technique. Ce que j'ai trouvé particulièrement marquant, c'est l'accompagnement des directeurs du programme. Une vraie disponibilité. Ce qu'on vous a pas dit aussi, c'est qu'il y a aussi une partie coaching qui est absolument structurante pour construire votre projet fil rouge. Il y a aussi des séances qui peuvent être rajoutées parce que vraiment, il y a une vraie écoute de nos besoins par rapport à un besoin d'approfondir tel ou tel sujet. Les courses aussi s'adaptent dans les sessions. On a des sessions pour le vendredi qui sont facultatives, mais qui permettent, si on veut, par rapport à une nouvelle technologie qui arriverait, de creuser ou d'approfondir un sujet. Donc, c'est vraiment quelque chose de souple que j'ai beaucoup apprécié. Et après, j'ai l'habitude de dire aussi que la réussite dépend aussi de notre investissement personnel. Et du coup, c'est de bien, enfin, si on participe à ce master, d'oser poser des questions durant les interventions. D'une part, ça permet de les rendre plus interactives. Et deux, vraiment, c'est cet échange, pardon, qui crée l'interaction après avec les intervenants et les collègues qui participent au master. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ce qu'on a vécu, nous, sur la promotion 8, c'est que du coup, ça a créé une communauté. Pour vous dire, on a un WhatsApp où il y a des personnes qui s'occupent qui ont mis en place des systèmes de veille sur l'IA.
Et ça, c'est important parce que l'IA va tellement vite que si vous pensez, entre guillemets, la prendre en charge tout seul, ça va être compliqué. En revanche, si vous créez un collectif, notamment avec IMTBS, avec JustAI, avec les collègues, là, effectivement, vous allez être nourri de manière importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, en tout cas, je retiens de la session. Après, vous verrez, enfin, il y a quelque chose aussi que je trouve important, c'est que le fait d'assister à tous les cours, ça, c'est vraiment une rigueur, à mon sens, qu'il faut avoir. Ça aide vraiment par rapport au suivi du projet et de votre formation. Pas se dire, ah, bien, tant pis, c'est pas grave. Il faut vraiment que ce soit priorisé. Moi, je l'avais calé dans mon agenda pour être sûr qu'on ne me cale pas de réunion, comme c'est souvent l'habitude. Et je suis content d'avoir pu faire 99,9% des cours qui étaient vraiment de qualité. Et donc, bah, je vous remercie. J'en profite, tiens, tant que vous êtes là. Et ouais, je suis très content d'avoir pu intégrer cette formation. Voilà. Je préférerais aussi que vous me posiez des questions parce que comme ça me permettra de vous dire un petit peu comment c'était. Juste, je précise quelque chose que j'ai appris aussi dans le master. N'hésitez pas à vous caler sur votre projet fil rouge, je dirais d'ici décembre. Enfin, vous, c'est le même rythme que nous, de mémoire. C'est ça. Parce que toute l'énergie que vous Oui, allez c'est mettre ça. dans Ouais. les devoirs permet d'être capitalisé sur votre fil rouge. Et ça, c'est vraiment une astuce que je vous donne parce que, perso, je me suis calé sur mon sujet un peu plus tard. Et du coup, c'est vrai que bah, c'est bien pratique d'utiliser, parce qu'en fait, c'est bien pensé et la formation, petit à petit, vous amène à construire la structure future enfin, de votre projet de mémoire et de votre soutenance. Donc, si vous avez votre sujet, bah, je dirais, c'est à partir de décembre, moi, en tout cas, comment ça s'est passé comme ça, où là, vraiment, les devoirs permettent de nous aider à construire le mémoire. Et du coup, ça le rend moins lourd à faire si votre sujet fil rouge est figé. Mais n'hésitez pas à poser moi des questions. Moi, je suis plus pour l'interaction que vous faire quelque chose de descendant où ça se trouve, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse comme partie. Eh Là, je bien, vois, il y a des mains levées. justement, merci Samy. On va venir aux questions-réponses. Donc, en fait, ce que je vous invite à faire, on passe par l'outil Malvé. Alors, il y a aussi l'outil questions-réponses pour ceux qui veulent poser des questions et on pourra les saisir et les lire ou les exploiter. Et puis à ce moment-là, c'est vous qui prenez la parole. Vous pouvez mettre votre caméra et on ne va pas lire vos questions. L'idée, c'est effectivement l'interactivité. Donc, les questions sont à Samy, sont à Emmanuel, sont à Marc. N'hésitez pas, la séance est ouverte. Et on va commencer par Jorgensen. Je vois je ne sais pas si c'est Oui, le bonjour. nom, prénom. Bonjour. 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 Bah, je vais commencer du coup par des questions. J'en ai pas mal. Alors j'en ai mis déjà dans le chat. Agnès Jorgensen, donc je suis ingénieure en affaires réglementaires dans une entreprise sur la protection des plantes. Donc je travaille dans une grosse boîte. Et ma première question, c'est par rapport au projet fil rouge. Est-ce qu'il faut trouver un projet fil rouge qui soit faisable en 6 mois? Parce que c'est vrai qu'en travaillant dans des grosses entreprises, le temps que ça se déroule, et voilà, avec notamment l'informatique, le département informatique, ça peut être un peu long. Moi, je vais reprendre les termes. Ça doit être opérationnable, mais pas opérationnel. C'est les D'accord. termes d'Emmanuel. Donc, c'est vrai que personnellement, le projet, il est opérationnable, mais sauf que, en fait, vous verrez qu'il y a des lots. Enfin, on ne peut pas forcer certaines étapes, surtout dans les grandes entreprises. Moi, c'est un peu le cas. Et donc, vous avez des passages, peut-être en CSE, vous avez des passages, différents lots, on va dire. Et donc, l'enjeu, moi, de ce que j'ai compris et ce que nous a expliqué Emmanuel, c'est l'idée que finalement, votre projet, il soit opérationnable. C'est-à-dire que finalement, si on suit toutes les étapes, eh ben, on puisse aboutir. Donc, il peut être, moi, par exemple, la particularité, c'est que mes dirigeants changent. Donc, mon projet, il a été, entre guillemets, introduit en connaissance, puisque j'ai rencontré tous les COMEX. En revanche, il faut que j'attende le prochain plan strat qui arrive en septembre et qui ne sera pas déployé avant l'année prochaine. Donc, je ne C'est peux ça. pas forcer le temps de mon entreprise. Donc, c'est pour ça que c'était pas mal que ce soit opérationnel.
Voilà, enfin, j'ai répondu, désolé Emmanuel, j'ai C'est je voulais parfait. répondre. Je Non, ne non, sais c'est pas très si je bien, c'est bien. pose mes questions à la suite Oui, ou vous oui, voulez peut-être allez-y. faire. Alors, c'était plus pour une question très pratique, hein. Euh, j'ai compris qu'il y avait à peu près 8 heures de cours par semaine et autant de travail personnel. Euh, pour une personne à plein temps, est-ce que c'est faisable? Est-ce que, par exemple, il y a du travail à faire tous les soirs, mais ou alors on peut, si on a un week-end dispo, on peut faire la totalité des choses le week-end ou voilà, parce que des fois les réunions le soir s'éternisent et c'est vrai que les neurones sont plus tout à fait réveillés. Alors ça, c'est la partie exigeante du master. Mais comme je dis, la réussite, elle est à hauteur de l'investissement. En fait, on ne peut pas considérer que c'est la même chose que si on passait pas le master. Moi, personnellement, j'ai 3 managers, 20 personnes, et on pilote des projets, on est en pleine transformation, il y a des personnes qui démissionnent, il y a des personnes. Donc, je dis clairement qu'il y a une charge à prévoir. Après, on y est tous passés, on l'a tous absorbé. Donc, ça veut dire qu'il faut être clair avec soi-même sur le fait qu'il y aura du travail. Moi, personnellement, c'était plutôt le week-end et un petit peu le soir, mais le soir, c'est plus de la relecture pour ancrer un petit peu la compréhension. C'est pas forcément. Enfin, faut pas croire, il y a 10, je crois que c'est 10 exercices au total avec la soutenance. Donc, les grosses périodes de charge, c'est quand il y a les exercices. Et je dirais que la charge, déjà, c'est d'être au rendez-vous de tous les jours au cours, en fait. Parce que ça avance beaucoup. Et quand, enfin voilà, il faut juste pas rater les cours, se caler quelques temps un peu en avance pour les devoirs, parce que là, ça va prendre un petit peu le week-end, hein, on va être clair. Moi, ça m'a pris du temps. Mais pour être dans une grande entreprise et avoir pas mal de charges par ailleurs, j'ai réussi. Et puis mes collègues aussi. Donc, c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Mais il faut être clair avec soi-même. Ça va demander du travail supplémentaire à hauteur de l'exigence d'un master comme celui-là. D'accord. Merci. Je crois que la prochaine main, c'est Cyril, si je ne me trompe pas d'ordre. Cyril Mercier. Oui, bonjour à tous. Merci Bonjour. déjà pour cette rencontre. Alors, bon, donc moi, en 2 mots, hein, je viens du monde de la pétrochimie, pétrole et gaz, donc de la réalisation de projets très structurés. Et pour ça, ça me semble évident que l'IA peut apporter pas mal de choses à pas mal de niveaux. Et ma question revient justement, en fait, sur toujours le projet Fil Rouge, un peu comment se fait un peu la maturation pour définir un sujet à la fois suffisamment riche pour être un vrai projet, mais pas partir dans une direction qui soit, je veux dire, totalement infaisable parce qu'on est tellement ambitieux que, enfin, ça ne tient pas debout. Donc, c'était un peu pour comprendre, Mhm. Samy, enfin, je me permets de te tutoyer, ton évolution, comment tu as figé ton projet, quoi, Alors, depuis. moi j'ai exactement vécu ce que tu dis, si tu me permets, je te tutoie Ouais, aussi. volontiers. Euh, Parce que je suis arrivé avec le problème des idées préconçues sur l'IA, un peu comme tout le monde. Et je pensais faire un type de sujet au départ qui s'est pas du tout avéré être celui que j'ai fait à la fin. Et ça, c'est normal parce que c'est lié aussi au temps où on absorbe la matière, où on nous éclaire sur un certain nombre de choses qu'on pensait justes et qui ne le sont pas. Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, ça a mis un peu plus de temps parce qu'en plus, c'était une méthodologie de pilotage dans une grande entreprise de projet IA. Donc c'était un peu, c'est pas forcément techno, c'est plus comment faire pour que justement, si je veux faire de l'IA, elle réussisse. Et donc le projet, je l'ai maturé à partir de février-mars. Et donc c'est vrai que si j'ai un conseil, c'est vrai que c'est plus facile si vous le faites avant, enfin si vous avez votre idée maturée à partir de fin décembre, début janvier. Comme ça, vous avez, je crois qu'il y a 2 devoirs qui vraiment sont hyper pratiques pour construire votre mémoire. Et comme les mémoires, c'est un document enfin, en fait, quand on est en entreprise, on n'est plus habitué à écrire des mémoires comme à l'école, en fait. Et donc, on est plus à faire de la synthèse qu'à faire de l'inverse. Donc, Ouais, du coup, développement. Ouais. c'est pratique. Enfin, c'est plus dans le sens
un conseil, c'est essayer de le maturer plutôt voilà, en début d'année, fin décembre, pour justement vous économiser le fait de vous allez faire des devoirs, bah, quitte à ce que vous fassiez les devoirs, qui prennent un peu de temps, ça alimente votre mémoire. Maintenant, pour figer le sujet, moi j'ai été aidé par Romain et Emmanuel. C'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'il a perçu mon caractère, qui était un peu de partir sur plein de sujets. Et donc, il nous aide un petit peu à nous recentrer par rapport aux enjeux du master, qu'est-ce qu'on attend de nous à la soutenance, etc. Et donc, à un moment donné, on a dit stop, c'est bien d'avoir plein d'idées, mais il faut figer le sujet. Donc, on l'a figé ensemble, on s'est mis d'accord, et puis après, ça déroule, hein. Je pense que si on est très curieux et qu'on a envie de bien faire, que le risque, c'est de trop en faire, en fait. Il Ouais. faut revenir à l'enjeu du master aussi. Ok, merci Samy. Je, je me, per- Merci. je me Oui, permets en complément pour essayer de répondre à. Je me permets le tutoiement aussi, hein, c'est de rigueur dans la formation. Et c'est réciproque, bien évidemment. En fait, il y a deux configurations généralement sur les participants. Il y a ceux qui arrivent qui ont déjà un sujet en tête. Et puis il y a ceux qui prennent un peu plus de temps pour pouvoir le maturer. Bon, pour ceux qui ont déjà un sujet en tête, on vérifie assez tôt que ça va pouvoir rentrer dans les attentes du master. Pour les personnes qui hésitent encore sur les orientations, en fait, on fait attention à deux choses. La première, c'est ce que disait Samy tout à l'heure, c'est que vous atteignez un projet qui soit opérationnalisable, pas nécessairement opérationnalisé. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas nécessairement que ce soit réalisé. La philosophie de la formation, c'est qu'on vous accompagne jusqu'au niveau où vous voulez aller, hein. Le but, c'est de vous amener le plus loin possible. La deuxième chose qu'on vérifie, c'est que ça vous serve pour la suite de votre carrière. Bon, ça paraît un peu bête à dire, mais ça, c'est un point qui est important pour nous. L'objectif, c'est que vous sortiez de cette formation-là avec la possibilité de monter votre start-up, avec la possibilité d'évoluer en interne, avec la possibilité de pouvoir vous revendre ailleurs. Enfin voilà, c'est notre optique par rapport à ça. Et puis le troisième élément, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là d'ailleurs. Nous, notre objectif sur le mémoire, c'est de vérifier que vous soyez capable de conduire un projet IA. De A jusqu'à Z, même si c'est pas nécessairement mis en place, et ça revient à ta question, Agnès, de tout à l'heure, c'est ça qu'on cherche à vérifier, c'est-à-dire que si on regarde les 6 modules, ils vont tous dans le même sens, c'est gérer un projet IA du début technologiquement, alors sans être forcément les mains dans le cambouis, mais au moins comprendre de quoi on parle, jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle, l'accompagnement notamment, enfin la gestion de projet et l'accompagnement du changement dans l'entreprise. Et sur les projets, voilà, je finirai juste là-dessus pour essayer de répondre à ta question, Cyril. En fait, pour les personnes qui hésitent encore, on attend, on vous laisse les 2 premiers mois. Le premier mois permet de rentrer dans ce que c'est que l'intelligence artificielle, faire la différence entre de l'IA générative, de l'IA classique, tous les grands domaines qui peuvent exister dans l'IA. Donc le temps de prendre pied par rapport à ces différents éléments-là, le temps de digérer, et au troisième mois, on essaie vraiment de faire en sorte de vous amener à prendre une décision sur l'orientation. Alors après, ce qui se produit, parce on le vit encore là sur la promotion en cours, c'est que parfois il y a des projets qui démarrent et puis en interne, il y a un no-go. Voilà, parce qu'il y a, notamment dans les grands groupes, il y a des dimensions politiques qu'on ne maîtrise pas toujours, et on essaie de réorienter le sujet sur quelque chose qui puisse passer. Parce que j'ai eu une question dans les questions-réponses, c'est est-ce que pour les mémoires qui sont confidentielles, c'est quelque chose qu'on gère très bien, hein. Vous avez, euh, vous avez un, vous avez un accord de confidentialité qui est signé par la directrice de l'Executive Education, Marie-Bia Figueiredo. On classe votre mémoire confidentielle, votre mémoire elle est faite à huis clos, hein. Donc, on réussit toujours à retomber sur nos pattes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est très bien. Ouais, Merci. Merci, avec Emmanuel. plaisir. je passe la parole à Xavier. Ok, merci bien.
Bon, je me présente en 2 mots. Donc, Xavier, ça fait bientôt une trentaine d'années que je travaille dans le secteur dans le secteur tertiaire financier. Alors, j'ai passé 15 ans en interne comme aide, global aide dans des fonctions ou sur les métiers de contrôle, gestion des risques, compliance. Et depuis une quinzaine d'années, je suis consultant. J'interviens auprès des mêmes acteurs, sur le déploiement, la transformation, le renforcement des dits dispositifs de contrôle et de gestion des risques. Aujourd'hui, mon activité, c'est depuis à peu près 5 ans, c'est quand même principalement d'être consultant externe pour la Banque mondiale, où j'interviens effectivement sur ces problématiques dans différents pays en développement. Donc voilà, donc moi aujourd'hui, effectivement, comme toutes les personnes présentes aujourd'hui, je souhaite monter en puissance sur la compréhension des enjeux, des capacités transformatives de l'IA. C'est pas que enfin, c'est parfaitement incontournable, quoi. Et donc la formation m'a semblé effectivement intéressante sur ces points-là. Voilà pour faire court. Alors, en termes de... J'avais quelques questions, déjà un certain nombre, effectivement, de réponses ont été apportées. Vous avez évoqué à un moment donné, effectivement, je crois que c'est Marc qui a parlé de formation applicative, notamment sur les usages. Est-ce que ce serait possible d'avoir un peu plus d'informations sur ce que vous appelez usage et sur les solutions logicielles sur lesquelles on est appelé à travailler durant la formation? Ça, c'est ma première question. Ouais. Donc en gros, si on résume un petit peu aujourd'hui, il y a une pluralité d'outils autour de l'IA générative qui sont apparus sur le marché avec des noms les plus connus comme ChatGPT. Je pense que là, j'apprends pas grand-chose à grand monde sur ce nom-là. Il y a des outils qui sont adaptés à certains usages et des outils qui sont moins adaptés à certains usages. Je vais vous donner un autre outil qui est un peu moins connu mais que je trouve intéressant, c'est NotebookLM. Qui est un outil de chez Google qui sert à faire de l'exploration documentaire, donc qui répond à la question de la notion de la créativité de l'IA. Est-ce que les IA sont fiables? Ça dépendra de l'outil et ça dépendra aussi de votre usage. Donc voilà, des outils comme Chat, Gemini, donc on va parcourir des solutions nord-américaines. Il ne faut pas se fermer non plus la porte à ce que savent faire les Américains. Mais on peut toucher aussi du doigt tout en restant toujours dans la notion d'outils, ce que je dis généraliste, donc des grandes IA génératives, sur des solutions aujourd'hui liées par le monde de l'open source qui ont le mérite d'être ISO à quelques jours ou à quelques semaines près en termes de performance par rapport aux meilleurs modèles nord-américains. Donc ça, c'est un avantage aujourd'hui qu'on a dans notre secteur, c'est que passer par de l'open ne dégrade pas la qualité des outils. Et aujourd'hui, l'open est principalement porté par nos amis les Chinois. Donc ça pose d'autres questions d'adoption en fonction des environnements. Je pense que chez Samy, s'il dit qu'il déploie des modèles chinois dans son entreprise, ils vont lui dire oui mais non. Et donc il nous reste l'option Mistral aujourd'hui qui porte aussi une stratégie. Mais voilà, donc comprendre un petit peu tout ce bazar me paraît important. Et donc il faut le comprendre, mais il faut aussi le pratiquer. Pratiquer l'IA générative, moi j'ai un background, j'ai travaillé sans avant. Je pense que comme vous, on a su réfléchir sans. Réfléchir avec n'est pas nécessairement des plus simples au premier abord. Dans la manière de réfléchir, dans la manière de produire, dans la manière de s'approprier un travail. Et on voit bien que pourtant ça démultiplie le cerveau. Et c'est tout ce travail qu'on va accompagner. C'est comment je démultiplie très fortement ma capacité de réflexion et donc ma capacité de production. Et c'est là où le monde de l'agentique vient rajouter une surcouche, puisque l'agent, c'est un sous-traitant à qui vous allez déléguer du travail, qui va le faire pour vous. Et donc la notion d'appropriation est beaucoup plus dure quand c'est vos équipes qui le font, ce qui est normal, vous récupérez la synthèse du travail. Et donc travailler avec des assistants, comme je vous en ai cité quelques-uns, nord-américains ou chinois ou français, travailler avec des sous-traitants n'est pas la même dynamique, et donc s'habituer à travailler de cette manière-là me paraît importante. On a aussi ensuite les outils qui sont verticalisés par d'autres acteurs, c'est là où toute la Startup Nation vient de se lancer, la verticalisation dans les CRM, la verticalisation dans les appels d'offres, les verticalisations dans le domaine de la finance. Voilà, donc ça c'est une autre stratégie qu'on peut creuser. Alors, on ne peut pas le faire là ce coup-ci individuellement, parce que la verticalisation dépend de ce qui vous intéresse en termes de verticalisation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment on peut verticaliser ces outils-là, ou
vibe codé, puisque c'est un grand terme à la mode, mais que je trouve hyper intéressant à creuser, et des nouveaux outils quand on est métier. L'avènement de l'IA générative, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on s'affranchit, en tout cas temporairement, de notre ami le développeur pour les premiers jets, pour les premiers runs. Voilà. Donc c'est pratiquer les outils sans faire de placement produit en vous disant c'est celui-là qu'il faut, parce qu'on est sur une compétition où ça bouge vite, il faut que vous ayez aussi développé un regard critique, donc entre l'open et le privé, entre le nord-américain, l'européen et le chinois, entre le verticalisé et le généraliste, et bien faire la différence par contre entre, je dirais, les assistants qui sont des premiers outils, les agents qui sont toute une nouvelle génération, les multi-agents qui sont encore en étape d'après, et pas mal de gens ont aussi des problématiques de machine learning plus traditionnelles. Et là, on posera la question comment on le fait à la main ou avec des IA génératives pour répondre à ces problématiques d'IA plus traditionnelles qui viennent changer le métier du data scientist, du data analyst. Voilà. Ça répond à votre question, Xavier? Ça répond complètement à ma question. Deuxième question, à un moment donné, Samy, on va se tutoyer aussi, tu as parlé de 10 exercices. C'est-à-dire, c'est quoi ces 10 exercices? C'est les blocs, il faut valider. Alors, il faut valider des blocs. Alors, je ne sais pas comment les appeler à part blocs, qui sont les éléments nécessaires pour la diplomation. Je ne sais pas si on peut le dire. Donc, c'est des exercices qui nous sont donnés à faire et sur lesquels il faut atteindre une note de 10. Voilà. D'accord. Pour valider le module. Mais un exercice, donc, quoi? C'est des cas pratiques qu'on nous donne, qui sont donnés 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant. Plus que ça à l'avance. D'accord. Plus que ça. C'est voir le séquencement, quoi, pour comprendre comment ça fonctionne un peu mieux. Il y a à la fin de chaque module, à la fin, c'est pas pile à la fin, puisque c'est un peu ouvert avant, pour permettre d'en discuter, éventuellement, si on a des questions sur le devoir. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que des fois, il y a des permanences qui sont ajoutées le vendredi, justement, si on a des questions. Donc, ça peut être aussi l'occasion de préciser le devoir. Donc, ce devoir, il nous est transmis, Emmanuel peut-être aura en tête, mais avant la fin du module. Et le but du jeu, c'est qu'il valide un certain nombre d'acquis de compétences qui sont fixés a priori dans le descriptif du diplôme. C'est sous forme de cas pratiques. Ça fait entre 5 et 10 pages. Ça dépend des exercices. Et du coup, l'idée, c'est vous faites vos recherches, vous itérez et vous répondez à ce cas pratique de la façon dont vous souhaitez le mettre en place. Ce qui est chouette, moi au début, j'ai trouvé, parce que c'est quand même du travail, mais franchement, c'est dans ces moments-là où on assimile le plus les cours. Franchement, ça nécessite de revenir dessus, ça nécessite de s'ouvrir et de se documenter. C'est là aussi où on met en place des fois des veilles, parce qu'on se dit, tiens, c'est intéressant. Nous, typiquement, on avait un exercice sur les lunettes connectées qui nous a tous marqués. Il fallait quasiment déployer des lunettes connectées. Et alors, on est partis tous dans des délire, parce que je vous ai dit, la richesse du master, ça dépend aussi de vous. C'est-à-dire que plus vous allez interagir en cours, plus vous allez créer votre communauté avec les étudiants, plus en termes d'informations sur l'IA, vous allez avoir, mais moi j'ai trouvé ça chouette. Et du coup, on en parle, on discute, on recherche, et ça permet de construire ce devoir. Okay. Et donc, il y a 6 devoirs, il y a 10 blocs, mais c'est réparti, des fois c'est 2 blocs, 2 devoirs en même temps qu'un seul bloc. Mais là, Emmanuel, je préfère que tu redises un petit peu exactement, parce que moi, je les ai faits. Oui, merci Samy. Je me permets le tutoiement aussi, sauf le contraire. En fait, tu as, comme le montrait Marc, tu as 6 modules sur 6 thématiques différentes. Et à la fin de chaque module, alors effectivement, une semaine avant la fin de chaque module, il y a une évaluation qui est ouverte, comme le disait très justement Samy, avec des cas pratiques à réaliser. Alors, je rentre pas dans la tambouille, sauf si ça t'intéresse, mais parfois, il y a, en fait, comme c'est rattaché à un Master 2, RNCP, valider RNCP, il y a 10 blocs de compétences à valider. Donc, certaines évaluations valident un bloc de compétences et certaines évaluations valident 2 blocs de compétences. Voilà. Mais en termes de travail effectif, tu as 6 évaluations, plus le projet fil rouge qui se traduit en un mémoire et en une soutenance. Ok.
Ça c'est répond à clair. ta question? Ouais, Absolument, absolument. super. Et là, c'était justement mon dernier point concernant ce projet fil rouge. Donc, j'ai compris de ce que expliquait Samy que voilà, on pouvait le commencer idéalement et c'était peut-être mieux dès le mois de décembre. Ensuite, comment se passe l'accompagnement que j'ai compris qu'il y avait ce que vous appelez coaching là. Donc, c'est Marc a parlé de triple coaching, Just AI, IMT Business School, IMT Starter. L'IMT Starter, c'est pas quelque chose qui a priori m'intéresse, mais les deux autres beaucoup plus. Comment se passent les échanges, le coaching autour de ce projet fil rouge qui pourrait commencer par exemple au mois de décembre si on est arrivé avec les responsables de formation à convenir que le projet fil rouge était pertinent par rapport au master et à ses objectifs. Alors, Parce il que j'ai vu commence à un beau. moment donné que vous parliez, je finis juste là-dessus, sur votre plaquette, vous parlez à un moment donné de masterclass. Donc voilà, donc un projet fil rouge, accompagnement de masterclass. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Comment ça s'articule? Alors, le projet fil rouge, les masterclass, c'est les cours que tu vas avoir du lundi au jeudi. D'accord? Euh, et après, tu as ton projet fil rouge qu'il faut démarrer le plus tôt possible. Oui. Ouais. Le plus tôt possible. Ouais, parce que du coup, je précise, moi, c'est pas que ça n'a pas démarré, c'est que j'avais commencé vers un projet et qu'après, j'ai changé. Et donc, du coup, c'est dans le coaching, enfin, c'est tout ce qu'on a travaillé qui m'ont amené à ce sujet. Donc, il vaut mieux avoir cette réflexion dès le début sur le fil rouge. C'est un peu la trame du master. Ouais. Bah, je ne vous cacherai pas qu'effectivement, j'ai déjà une idée très précise, Ah, ben voilà. raison de ma présence aujourd'hui, sur ce que pourrait être ce projet fil rouge. Hmm. Bah, c'est une avance, du coup. Bah, donc, Voilà. tu pourras le démarrer dès le mois d'octobre. Et après, la manière dont ça se met en place, c'est que tu as un coaching tous les mois avec un autre participant. Vous êtes deux. Et il y a au total 1 heure de coaching par participant, avec sur certains coachings la présence à la fois de l'équipe Just AI et de l'équipe IMTBS, parce que je suis pas le seul à intervenir du côté de l'école, pour qu'on cadre bien le fait qu'il y ait les deux dimensions qui soient prises en compte sur les projets, à la fois techno, mais également transformation des organisations, conduite du changement à des degrés qui sont différents, hein, parce qu'il y a encore une fois, si je reprends mon continuum, il y a des sujets qui sont très tech, il y a des sujets qui sont plus orga, comme celui de Samy, encore une fois. Voilà, donc ça, c'est le double coaching qu'il y a entre Just AI et IMTBS. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, et c'est pas une obligation, il y a la possibilité d'avoir 2 coachings avec IMT Starter. Et là, c'est plutôt pour les projets entrepreneuriaux. Parce qu'en fait, globalement, on a 3 types de projets aujourd'hui. Les projets entrepreneuriaux, intrapreneuriaux, et on a les projets qui sont Tech for Good. Voilà. OK. Est-ce que ça Merci. répond à ta question? Ouais, ok. Parfaitement. Pour le coup, je vais peut-être laisser la main à la personne suivante. Eh ben, Parce on que va passer la main à Laure, je Merci à vous. crois, qui a attendu patiemment. Vas-y, Laure. Bonjour, merci. Je vais essayer de faire rapide. Donc, pour rebondir sur le projet fil rouge, justement, quand on est à la recherche d'un emploi, plutôt en recherche d'un CDI, donc je n'aurai pas d'organisation sur laquelle m'appuyer pour tout le côté stratégie organisationnelle. Comment ça se passe? On se fait un projet comme si on était théoriquement entrepreneur et qu'on voulait construire sa micro-entreprise ou... Alors, tu as 2 possibilités dans les projets qui existent aujourd'hui. Il y a ceux qui veulent partir sur un projet. Je me permets le tutoiement aussi, hein, enfin, Pas sauf de avec souci. ton part. Tu as des projets qui sont entrepreneuriaux, donc si jamais ton objectif c'est de monter ta structure, et il y a aussi des personnes qui profitent d'un stage ou d'une convention avec une entreprise pour travailler pour cette entreprise-là et monter une solution qui revendent après dans une nouvelle recherche d'emploi. D'accord, vous trouvez toujours un moyen technique de Un relier très bon la art. personne à une organisation, que ce soit un stage ou... Ah bah s'il y a besoin, oui, mais il n'y a pas forcément toujours besoin que tu sois relié à une organisation en tant que telle, hein. Ça dépend de ton projet fondamentalement. Moi, j'ai D'accord. souvenir qu'il y avait des personnes dans ma promotion qui, justement, étaient en recherche d'emploi et qui faisaient le master. Ouais. Ça représente un volume
en volume réel, hein, c'est pas des cas isolés. Et une manière aussi, c'est de savoir vers quel type d'entreprise ou quel secteur vous voulez toucher. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, peu d'organisations ont mis encore les moyens et les organisations pour faire leur changement. Et donc, ça peut être un argumentaire de recrutement en disant, voici votre entreprise, voici comment elle va migrer, voici comment elle va évoluer, voici combien ça va vous coûter, et voici pourquoi je suis la bonne personne pour vous accompagner dans votre transition. Et donc, vous voyez, c'est vraiment à ce moment-là une préparation de votre CV sur des études de cas sectorielles, sur des entreprises que vous pensez appétantes, intéressantes pour vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il y a peu d'organisations qui ont encore mis les choses en place pour faire leur transition. Donc voilà. Alors, deuxième question. Donc, moi, je me définis toujours comme un cadre non technique, au sens où je suis product manager. Donc, je bosse avec des techs toute la journée, mais je ne développe pas. Donc, pour moi, je cherchais le métier de product manager, il évolue en ce moment beaucoup. Beaucoup de gens se cherchent et on va de plus en plus dans une logique de product builder. Donc, de mettre vraiment la main dans le cambouis de tous ces outils. Et soit j'ai deux possibilités, c'est soit d'aller sur une formation complètement outil product builder à 100%, et soit j'avais cette possibilité de formation qui a un axe beaucoup plus stratégique, et le côté stratégie me plaît, mais à la fois j'ai l'impression que ça serait peut-être trop stratégique. Est-ce que vous avez, et maintenant vous l'avez réorganisé, mais est-ce que vous avez l'impression que ça va être quand même assez costaud sur la partie technique et outils pour ce genre de profil de PM? Il y a vraiment une dimension pratique. L'avènement de l'IA générative, c'est qu'aujourd'hui, et à 6 ans, on avait les prérequis de mettre les mains dedans étaient quand même compliqués. Il fallait toucher un peu du Python, il fallait faire un peu de machine learning, vous embarquiez pas tout le monde, il y en avait quelques-uns qui s'amusaient parce que ça les intéressait. À l'ère de l'IA générative, c'est devenu quand même plus accessible si vous voulez y aller, de mettre les mains dedans. Et moi, je recommande un petit peu les deux. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est dites-moi où on va et prouvez-moi que c'est vrai. Donc il y a une notion de stratégie qui est importante, de bien voir vers quoi on tend, mais il y a une dimension opérationnelle parce que il y a beaucoup de Saint Thomas encore sur Terre, et donc on attend une pratique mature de l'IA dans votre métier, et ce qui démontre que vous avez transcendé un petit peu votre manière de travailler. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on attend aujourd'hui un petit peu de tout le monde dans l'ère de l'IA générative, c'est comment je transcende mon emploi pour faire plus avec plus et pas plus avec moins, qui est un petit peu le précepte actuel de se dire on va en prendre 2 et il y en a 8 qui vont se retrouver remerciés. Ce qui, je pense, n'est pas nécessairement la thèse la plus constructive qu'on a actuellement. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire qu'en fin de formation, on est quand même capable, on est super à l'aise sur du cloud code ou on va pas jusque-là? Si. En fait, il y a aussi on dit que c'est une formation non technique, mais il y a toujours des techs qui viennent se greffer dans ces formations-là. Et on a des formateurs qui sont de base technique. Alors, on fait attention quand même pour une question de répartition du temps de parole, que ça tombe pas dans du deep tech, parce que sinon, il y en a 2 que ça passionne, et il y en a 28 qui dorment à côté. Mais on a des notions de permanence, ce qui permet aussi, si vous souhaitez, dans des moments un peu plus dédiés, de vraiment rentrer dans du deep tech, de faire des skills, d'aller faire des... Et c'est pour ça qu'on a créé un module agent, un mois dédié, pour que les gens puissent un peu mettre les mains dedans, voir ce que ça sous-entend de construire une organisation multi-agentique. Une fois qu'on l'a dit, le concept n'est pas très compliqué à prendre, on en prend un, il y en a plein qui passent en dessous. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas dit grand-chose, en fait, techniquement, la fiabilité du système, l'organisation. Donc voilà, oui, on va encourager très fortement l'usage de ces outils-là. Ça marche. Merci. Si je peux me permettre, je crois que Samy, tu avais une réunion. Non, mais je vais finir les questions, enfin les éventuelles questions. Ok, merci. J'ai déjà dit que j'arrivais un peu en retard. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, excusez-moi, Stéphane. J'ai eu une petite coupure de réseau tout à l'heure, donc je vais essayer de me réintroduire dans la réunion plusieurs fois. J'espère que les questions... J'avais 2 petites questions. J'espère qu'elles n'ont pas déjà été posées. Du coup, j'avais une question sur les modalités de la soutenance, un peu plus administratif. Comment ça se passe, les compositions de jury. Est-ce qu'il y a un système de classement? Et puis, je poserai la deuxième après, mais c'est assez rapide normalement. Alors, je vais commencer par la deuxième. On n'a pas de classement. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous arriviez au bout de votre projet et pas que vous soyez en comparaison les uns avec les autres. Pour nous, ça n'a aucune espèce d'importance que vous arriviez premier, dernier. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de vous accompagner le plus loin possible dans votre projet. Donc, les classements, on pourrait les faire, mais on les fait pas. Voilà. Et
pour revenir à votre première pour revenir à ta première question, je me permets le tutoiement aussi, hein, Bien sûr. c'est 20 minutes de soutenance. Enfin, c'est ça, c'est comment ça se déroule, c'est ça? Tu as 20 minutes de présentation devant un jury de 2 personnes qui sont des membres qui sont des collègues d'Institut Mines Télécom Business School. Et dans chaque jury, en règle générale, tu as une personne t'as un collègue qui est orienté système d'information / IA et un collègue qui est plutôt sectoriel. Ok. Donc ça permet de couvrir un peu les deux dimensions d'un projet IA, quoi. Ok, Est-ce que merci. ça répond à ta question? Oui, Ouais. très bien. Et du coup, j'avais une troisième question. Pardon, c'est juste au niveau du contenu. Est-ce que il y a une approche sur la souveraineté, notamment la souveraineté des données dans l'un des modules, le 6 ou le 3, je sais pas. Parce qu'en fait, moi, je travaille dans la compliance plutôt. Enfin, pardon. C'est un fil conducteur en fait. C'est un fil conducteur le sujet de la souveraineté. À partir du moment où vous acceptez qu'on industrialise l'intelligence humaine actuellement, posséder le moteur devient un sujet de souveraineté et un sujet stratégique. Donc il y a avoir la donnée, mais il faut aussi avoir le moteur de raisonnement pour que vous puissiez sereinement capitaliser sur la valeur. Et il faut que ce raisonnement soit compatible avec vos idéaux. Or, c'est des nouveaux outils d'influence idéologique. Parler avec des IA chinoises ne sont pas parler avec des IA nord-américaines, et au sein des nord-américains, vous n'aurez pas les mêmes méthodes de raisonnement. Un Grok et un Gemini ne réagissent pas pareil en termes de fondamentaux. Donc c'est extrêmement important de savoir où est-ce qu'on met l'appropriation de cette technologie. Encore une fois, on ne s'interdit pas de toucher de la solution nord-américaine, puisqu'on est dans un secteur qui va vite. Le nord-américain a le mérite de mettre des solutions packagées, jolies, brillantes, bien communiquées. Mais il faut aussi regarder qu'à 3-5 ans, si on industrialise, posséder les moteurs ou les maîtriser devient un actif stratégique pour l'organisation. Très bien. Merci beaucoup. Philippe, ton Philippe, micro est t'es coupé. mute, mais je pense que tu Je disais, distribues la on a parole. dépassé le temps de la réunion, mais si vous êtes encore là, c'est que vous avez des questions et donc on peut continuer. Dans l'ordre, est-ce que c'est Xavier qui avait encore une question? Agnès, je crois qu'on était à... Ou Agnès, oui. Ouais, Agnès, ensuite Israël. Agnès, vous êtes mute. Le micro. Excusez-moi. J'avais encore quelques questions assez rapides. Est-ce que ça serait possible d'avoir un contenu un peu plus détaillé de chaque bloc par rapport à ce qui est mis sur la brochure ou ce qu'on a vu dans la présentation? Tu dis oui, Philippe? Oui, on doit pouvoir faire ça. Super. Et ma deuxième question, c'était, je reviens sur la protection des données. En fait, elle n'était pas forcément sur la confidentialité du rapport de le soutenance, elle était plus sur, pendant le projet Fil Rouge, si on est amené à utiliser les outils proposés par l'IMTBS, comment ça se passe pour la sécurité des données qui sont localisées sur les serveurs. En fait, c'était plus par rapport à ça et aussi s'il y avait, mais je pense que j'imagine qu'il y a dans les modules, une partie plus cybersécurité, RGPD, enfin tout ce qui est protection des données. Alors, pour qu'on ne soit pas en faire du placement de produits sur les IA génératifs qu'on mettra à disposition, il y aura du nord-américain et il y aura de la version souverainisée déployée sur serveur maîtrisé. Donc ça, après, je pense qu'il faut, si vous commencez à jouer avec vos données internes de la boîte, il faut quand même s'assurer que la DSI est raccord sur le sujet. C'est ça. Parce que le Shadow AI, ça fait partie des trucs qu'on essaie de faire comprendre à tout le monde, c'est pas la meilleure idée de la semaine. Donc ça, il y a un alignement préalable aussi à définir en interne. S'il n'y a pas de charte, vous serez peut-être une bêta-testeuse d'une charte à mettre en place opérationnelle sur à quel moment on peut et à quel moment on ne peut pas. Et tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Enfin, c'est des choses qu'on aborde pendant le projet. C'est la dimension opérationnelle. C'est une fois que je vais mettre j'utilise une IA Claude, jusqu'où j'ai le droit d'utiliser Claude et à quel moment il faut que je m'arrête en termes d'enjeu par rapport à ma donnée. Il n'y a pas de réponse évidente, il y a rien. Et certains vous disent oui, mais rien ne permet pas de tester, donc il faut quand même que je teste un peu. Donc on peut créer des doublons de données, des synthèses de données, des systèmes d'anonymisation. Il y a plein de manières de pallier ça, mais il faut que ce soit à ce moment-là raccord aussi avec une politique d'entreprise qui est souvent elle-même en cours de construction. Donc à un moment, il faut aussi ramener la cour de construction avec le réel pour que vous soyez dans l'opérationnalité et que ça serve de bêta-test. Et sur les sujets cyber,
Alors, on les aborde un petit peu. Pareil, au fil de l'eau, on n'a pas fait un module dédié autour de la cyber et l'IA. L'IA générative est un nouveau vecteur de pénétration. Les LLM se font eux-mêmes hacker par des systèmes de prompt. Donc, si vous parlez bien une IA, elle va vous donner des infos qu'elle n'aurait pas dû vous dire. Ça, c'est un nouveau problème. Il y a une cartographie des 1700 risques liés à l'avènement des IA génératives par le MIT. Dont la cyber est un des axes clés. Donc on ouvrira les risques et la cyber rentrera dans la catégorie des risques. Et pour ne pas vous emmener dans un phénomène un peu dépressif de plein de mauvaises nouvelles, on essaie de vous mettre aussi en exergue les axes de solution, puisqu'il y a quand même beaucoup de risques systémiques liés à l'avènement des IA génératifs, dont la cyber est un axe clé aujourd'hui. Entre guillemets, un apprenti sorcier peut devenir cyberattaquant en choisissant le bon modèle en open source disponible sur GitHub. Donc pour le projet Fil Rouge, on peut très bien se limiter en utilisant les solutions internes à l'entreprise avec les serveurs de l'entreprise. Si vous avez déjà du... Oui, au contraire. Hein, Mais si vous avez un besoin de tester pédagogiquement d'autres choses, il fallait qu'on vous fournisse aussi des solutions, parce que votre entreprise ne va peut-être pas vous donner du Claude, du Chat, du DeepSeek, du Qwen, du Minimax, etc., pour vous faire une liste à la Prévert des moteurs open et closed actuellement disponibles. Et dernière question, est-ce qu'il y a des notions qu'on peut commencer à travailler en amont pour avoir un démarrage un peu plus doux? J'ai mis dans mon... Alors je vous l'ai répondu dans le commentaire, mais il y a un influenceur qui s'appelle Vision IA qui est assez intéressant, je vous invite à regarder, qui fait une actu sur l'IA journalière, ce qui vous permet déjà de baigner dans l'écosystème. Ça parle quand même beaucoup aujourd'hui de l'automatisation des métiers intellectuels, donc ça permet aussi de digérer. Je pense que c'est un des trucs les plus durs pour les cadres cognitifs. C'est l'acceptation de ce qui se passe pour en faire un narratif constructif. Donc c'est ce que je vous disais par mon écrit, c'est prenez le temps d'accepter ce qui se passe, et ça crée des émotions et c'est normal. Et puis après l'usage. Et un des usages que je vous ai recommandé, je vous ai mis un petit prompt dans la fenêtre de conversation, c'est de demander à l'IA de vous faire une session de brainstorming de comment l'IA peut vous aider et qu'elle vous aide aussi pédagogiquement à vous expliquer quelques concepts clés. Ce qui vous permet en fait de voir la dimension exploratoire de l'IA, qu'elle peut explorer des concepts et vous aider à trouver des trucs. Et une deuxième dimension, c'est sa capacité pédagogique à vous expliquer des concepts de manière applicative. D'accord. Et on voit la méthode, j'imagine qu'on voit la méthode agile pendant le programme, ou pas du tout? Oui, ça avait été... on reverra avec Emmanuel, parce que comme c'est une refonte, on a des sujets qu'on va plus ou moins raccourcir, mais on revoit les méthodes de changement, et de toute façon, au vu de la rapidité de notre secteur, on ne peut pas projeter des trajectoires à 3 ans sur les choix technologiques qui bougent très très vite. Ok. Et Marc, j'ai souvenir, moi l'avais utilisé, il y a un podcast aussi sur Spotify qui est pas mal pour s'acculturer sur l'IA que tu avais fait. Ah oui, avec des IA. Ouais, mais il était... moi j'ai trouvé qu'il était intéressant. Puis il y a des interviews aussi, on peut trouver sur Spotify des interviews. Je suis tombé sur certaines que tu avais faites aussi. Oui, j'ai fait quelques interventions pour BPI aussi au national, sous des formats 1 où j'explique comme l'impact sur les emplois, l'automatisation, puis des petits cas d'usage, des petits tutos TP. Vous pouvez retrouver sur BPI France ou YouTube, je suis référencé, comprenant. Mais moi, je vais vous envoyer le podcast de l'IA. On n'a pas besoin du coup, parce que c'est vrai que j'ai commencé à me lancer un petit peu dans les langages informatiques pour comprendre avec la formation CS50 qui est proposée par Harvard en gratuit. Et du coup, je me suis un peu lancée dans C, dans Python, dans... Un peu de deep dive. Mais là, vous rentrez dans la partie dure du côté. Je pense que vous commencez par la partie un peu... Ça risque d'être compliqué. Vous pouvez plutôt commencer à regarder ce qu'est le vibe coding, comment avec de l'IA vous pouvez coder. Et par conséquent, à un moment, vous vous poserez la question, mais il y a quoi derrière, en fait, derrière ce machin-là? Et ça vous obligera, si vous voulez ouvrir la boîte de Pandore, que, en effet, il y a du code, il y a du Python, il y a du HTML, et vous ouvrez un peu la partie technique. Mais prenez plutôt le côté usage en vibe codant ou en jouant un peu avec ces outils-là pour créer des petites applications sur mesure. Là, c'est trop tard parce que j'en suis à mon 5e mois, donc j'ai presque fini. On serait une patronne du Python dans le groupe. Merci. Il y a une question, je crois que c'est Stéphane, le suivant. Il y a Israël aussi qui a des questions. Pardon, j'ai oublié de baisser la main. Ah d'accord. Eh bien, alors, du coup, c'est plutôt à Israël de s'exprimer. Bonjour à tous.
Moi, je suis Israël, je suis data ingénieur de profession. Du coup, je viens d'un milieu un peu plus tech et actuellement, j'ai pas mal de sujets sur tout ce qui est IA, agent, MCP, tools, RAGs, ainsi de suite. Du coup, mon but dans la formation, c'est plus de mieux comprendre, ouais, de mieux comprendre, de développer plus de skills autour de tout ce qui est l'IA générative, mais aussi d'avoir cet aspect de transformation managériale, parce que très souvent, en tant que tech, on est plongé dans les outils et autres. Du coup, on n'a pas une overview de la business value qu'on peut apporter. Et bah, au regard du programme, je trouvais bien voilà, non seulement candidater, venir là poser quelques questions, notamment, moi, j'aimerais bien, pour mon projet Fil Rouge, si jamais je participe à la formation, développer un projet plutôt entrepreneurial c'est-à-dire une vision que j'ai ou que je vais développer tout au long de la formation et développer de bout en bout comme ça, mais pas utiliser forcément un cas d'utilisation en entreprise. Et de ce que j'ai compris des différentes interventions, ouais, c'est tout à fait faisable, mais j'aimerais plus savoir comment est-ce qu'on est accompagné dans ce sens-là? Et si vraiment un profil tech a avantage à participer à la formation. Moi, je vous fais un testimonial parce que je viens d'un profil tech et j'ai fini entrepreneur et j'ai ramé. Euh, comme quoi, à force, on peut y arriver. L'avantage des techs, c'est qu'ils comprennent la techno. L'inconvénient, c'est qu'en général, ils sont mauvais en vente. Voir, c'est pas les plus grands interlocuteurs du monde, mais ça, je laisserai après figer vos forces et vos faiblesses plutôt personnelles. Entreprendre à l'ère de l'IA générative, je pense que c'est une bonne dynamique parce que vous avez des outils très puissants et comme vous êtes seul, vous êtes agile. Vous n'avez pas grand monde à embarquer, mis à part de votre propre écosystème. Malgré tout, vous avez besoin d'un écosystème parce que aujourd'hui, c'est les humains qui décident avec des humains. Et il y a IAM Starter qui est donc l'incubateur de l'école qui pourra vous accompagner. Moi, j'y suis passé. Ils sont très pragmatiques, ils voient beaucoup de tech, ils savent les points faibles des techs et ils appuient bien dessus. Donc, ne cherche pas trop à comprendre votre techno. Ils vont vous en embêter sur tout le reste. Là, vous n'êtes pas à l'aise justement. Et je pense qu'avec les IA génératives, vous pourrez vous aider justement à constituer des études de marché, du marketing, des sujets de finance, enfin, peut-être des sujets où vous êtes moins à l'aise. Voilà, ça ne vous empêchera évidemment pas d'essayer de vous adjoindre à des petits partenaires de classe non tech, mais vous pouvez avancer en tout cas sur la première étape grâce à ça. Donc Ok. oui, en travaillant de pair avec l'incubateur, je pense que c'est une bonne stratégie. Et pour l'incubateur, ça fait partie des jours de cours en ligne où on peut se rendre sur place. Non, Oh, c'est en plus. Enfin, disons qu'on les fait intervenir à un moment dans le programme, mais d'autant plus si vous savez déjà que vous voulez y aller, je pense qu'il faut vous rapprocher d'Emmanuel et de Philippe. Ils vous feront les bonnes remises en relation et vous pouvez postuler à l'incubateur pour quasiment avoir un alignement d'agenda avec IMT Starter et la formation. ok, c'est très génial. Du coup, parce que là, vous avez parlé de mieux communiquer, de même la vue managériale que les techs n'ont pas très souvent. Est-ce que c'est quelque chose qui est développé tout au long de la formation ou des choses sur lesquelles... Un petit peu, et Emmanuel rebondira là-dessus, mais on est sur une transition et pour faire la transition, il faut embarquer les gens. Et on a chacun notre manière d'y arriver. Moi, j'ai plutôt une des stratégies chaud-froid avec un peu de second degré. Mais il y a des gens beaucoup plus pragmatiques qui vont être héroïstes, il y a des gens très doux, très à l'écoute. Et un des métiers qui bouge beaucoup, c'est les métiers de tech. Et donc le testimonial du tech qui a su transcender son emploi à l'ère de l'IA générative, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de tech auraient besoin d'entendre et pouvoir se confier en leur disant, bon bah, moi je fais dev natif depuis 20 ans, à l'ère de l'IAG, ça devient compliqué, mon hobby de développer le week-end. Et ça, il n'y a pas de réponse évidente, vous voyez, à ce problème-là. Ok, je vois, je comprends. Et plus de manière pédagogique ou administrative, quel diplôme est délivré à la fin de la formation? J'envoie la balle à mes camarades de classe. Un Master 2. Ok. En master 2 encore, du coup.
en management de l'innovation. D'accord, ça marche. Je me permets en complément là sur l'incubateur, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Donc, les coachings avec l'incubateur sont pas obligatoires, ils sont au nombre de 2, enfin potentiellement, hein. Donc, on prévoit ces coachings-là en démarrage de programme. Vous avez la possibilité de postuler pour intégrer l'incubateur, mais l'intégration n'est pas automatique. Puisque l'incubateur fonctionne de manière indépendante et c'est eux qui choisissent de vous intégrer ou pas. Et comme le disait Marc de manière indirecte, l'incubateur, alors je ne sais pas si vous avez une idée des chiffres des taux de survie dans les incubateurs, mais eux, ils ont un taux de survie des startups de 80%, ce qui fait partie des meilleurs taux en France. Ok. Et donc, effectivement, ils laissent rien passer. Ah, idéal. Ok, merci bien. Ben, je vous en prie. Il y avait encore une question de Stéphane, j'ai cru voir, ou Cyril. Oui, non, c'est bon. Bon. Cyril aussi, c'est peut-être la main qui est restée. Oui, non, non, merci, c'est gentil. Une question très rapide, en fait, c'est Agnès qui m'a fait penser à ça. Elle a évoqué les méthodes agiles, et bon, je viens comme j'ai dit, d'un univers où c'est l'antithèse des méthodes agiles. Et je me posais la question, est-ce qu'une certification, alors j'ai appris des nouveaux mots très récemment, Scrum ou Product Owner, serait des atouts en passant, justement dans le cadre de l'innovation IA pour implanter des systèmes IA, ou est-ce que c'est très secondaire? Voilà, c'est une petite question marginale en passant. Emmanuel, Eh ben, Ouais, vas-y, ou Samy, vas-y, hein, parce que Alors, j'ai un moi, petit avis, mais je personnellement, suis je pas suis dans une pertinent. structure où, justement, tout ce qui est méthodologie, on a fait du agile, on a fait du V, on a fait... Enfin, bref, je pense que c'est lié à chaque structure et que surtout, notre rôle, ces méthodologies, c'est vraiment un cadre, on va dire, et c'est plutôt de retirer dans chacune ce qui peut être utile selon les projets. Mhm. Et donc, c'est plutôt la souplesse de jambes qu'il faut avoir. Et donc, dans la formation, en fait, il y a Agile, mais on en a vu plusieurs, en fait, méthodes. Et donc, je pense que ça, après, c'est notre rôle, c'est ce qu'on apprend aussi, de savoir quelle partie de chaque méthode on implémente. Mais ça, c'est très personnel et lié au fait que je suis dans une grosse structure et que politiquement, que la direction informatique impose à la direction marketing un mode projet, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait, en vrai. Ok, d'accord. Ok, merci. Bien, je pense que peut-être qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, vous avez eu beaucoup de questions très intéressantes. Donc, si on a fini sur le sujet, je vais libérer tout le monde. En tout cas, merci infiniment à tous de votre participation. Merci à Samy de son précieux témoignage, parce que voilà, on ne lui a pas écrit, c'est du live, c'est de l'authentique. Merci évidemment à Marc et Emmanuel, nos co-directeurs de programme, et puis à toute l'équipe aussi derrière qui a permis de préparer, d'enregistrer le webinaire. Le replay sera prochainement disponible. D'ailleurs, je suis peut-être plus sur la bonne slide, c'est pas très grave. Le replay sera prochainement disponible. Et puis surtout, n'hésitez pas, Elisabeth ou moi-même, Philippe Mitton, vous aurez nos coordonnées si vous ne les avez pas déjà. N'hésitez pas à nous consulter pour la candidature, pour les documents à mettre en place et pour toute question utile sur votre projet. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un mot de conclusion.